Depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vous regardez la Fondation Malo à télévision. Merci et bienvenue dans ce nouveau numéro de Face à la rédaction. Aujourd'hui, comme c'est un réel plaisir, perspective électorale ou encore élection 2023, perspective et vision. Encore une fois, le jeu de la francophonie, nous allons y revenir et pour cela, nous en parlons aujourd'hui avec Monsieur Albert Ilunga, cadre de Action Audible pour la bonne gouvernance. Il fait face à Ruth Dinonzei et Alain Goma. Tous bonjour Ruth, bonjour Alain. Bonjour Elvis Smith. Je m'en vais directement avec notre invité. Bonjour Monsieur Albert Ilunga. Bonjour monsieur. Comment vous vous sentez? Tout doucement ça va. Ok, ça va. Tout doucement ça va. On va déjà commencer, madame, messieurs, avec cet élément que va nous proposer la régie avant toutefois de commencer avec notre premier thème qui est le 9e jeu de la francophonie. Si la régie est exactement prête avec nous, on va prendre cet élément et on s'y retrouve tout juste après. De les avoir abrités et d'avoir passé avec vous 10 jours d'intenses activités sportives et culturelles. Sans nul doute, cette 9e édition des Jeux de la francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales de la francophonie comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à cette communauté, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde. Au nom de mes compatriotes et au mien propre, je remercie sincèrement toutes les délégations venues participer à ces Jeux, l'Organisation internationale de la francophonie, les opérateurs de la francophonie, les fédérations nationales et internationales, les sponsors, les entrepreneurs ainsi que les différentes personnes employées pour la circonstance. La francophonie, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare clos les 9e Jeux de la francophonie. Monsieur Albert Ilunga, vous venez donc de suivre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, par rapport à l'organisation de ces Jeux de la francophonie, juste à sa clôture, ou encore, qu'est-ce que vous avez comme impression par rapport à l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie? En tout cas, c'est la fierté. C'est de la fierté, c'est de la joie. C'est féliciter encore une fois le chef de l'État, parce que c'est un défi énorme qui est relevé encore une fois, parce que c'est quand même un homme qui s'est relevé, il a prouvé plus d'une fois. Nous sommes parmi ceux qui étaient vraiment sûrs que les Jeux allaient très bien se passer, par rapport aux autres qui, comme d'habitude, pensent que ça ne va pas se passer. On a quand même relevé pas mal de défis. On a accueilli les papes ici. Avant qu'ils ne viennent, c'était des mêmes débats. Aujourd'hui, on a la francophonie qui s'est très bien passée par rapport à ce que les gens attendaient. C'est vraiment de la fierté pour ce pays qui bénéficie de plus en plus de la crédibilité. Nous montons en puissance, comme on l'a dit, c'est parce qu'il nous l'avait promis. Et donc, c'est vraiment un sentiment de joie. Il a promis, il a fait. Bien sûr que nous pouvons dire ça en tant qu'aussi citoyen congolais, mais exactement, Ruth Dinonzei a quelques questions à vous poser quant à l'organisation. Vous avez la parole. Tout à fait, Elvis Smith. Monsieur Albert Ilunga, comment allez-vous? Très bien, merci. Bien, vous êtes là à la FM Télévision, dans le cadre de ces débats. Nous débutons par l'organisation, comme l'a dit Elvis Métis, lors du déroulement de ces Jeux de la francophonie, dont vous estimez être la fierté pour le pays. Il y a certaines langues qui ont décrié l'attitude de jouissance du pouvoir en place, pendant que les populations de l'Est de la RDC faisaient face aux défis sécuritaires, notamment avec les tueries dans la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Qu'en dites-vous? En tout cas, je ne pense pas.
Je ne pense pas parce que à chaque fois que le chef de l'État a eu l'occasion de se prononcer, il parle de la population de l'Est. S'il faut parler des efforts qui sont fournis pour que la paix soit retrouvée, s'il faut parler des stratégies qu'on met en place pour que cette guerre finisse, de l'état des sièges et que j'en passe, il y a pas mal de choses qui sont faites. Le budget lui-même, le recrutement de militaires, les efforts sont fournis. Les soucis qu'on a, c'est qu'on confond, il est chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, il doit tout gérer. Au-delà de la guerre, ce pays a besoin de se relever sur beaucoup de plans. On ne va pas arrêter le système économique parce qu'on a la guerre. On ne va pas éviter de nourrir des gens parce qu'il y a la guerre. On ne va pas éviter aussi de pouvoir prendre notre place qu'on avait perdue parce qu'il y a la guerre. Il faut qu'on reste debout en se battant. Je crois que c'est ce que le chef de l'État est en train d'être fait. Il fait la part des choses, c'est tout simplement ça. Et les gens ne comprennent pas parce que ils veulent peut-être l'anéantir, mais ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas parce qu'il est déterminé à relever ce pays. Mais ils ont décrié le fait que lors du déroulement de ces grands événements, il y a eu des tueries en Ituri et le chef de l'État était présent au jeu de la francophonie. En tant qu'humanitaire, les opposants n'ont pas apprécié cela. Mais un opposant, vous comprenez déjà, il faut que ça soit tout le temps on tue. Quand on tue ces gens-là, le chef de l'État a l'attitude, il l'a toujours dit. Ce qui se passe à l'Est est prioritaire pour lui. On tue des gens, effectivement, et c'est ce que nous décrions tous les jours. Les résolutions qui sont prises, les solutions qui se trouvent, les transformations, les changements, les orientations, tout ce qui se prend comme décision vont dans le but, effectivement, que la solution définitive n'est pas encore trouvée, mais elle est en train d'être trouvée. On ne va pas, les opposants qui disent, ils sont qui? Je crois qu'ils étaient au pouvoir il n'y a pas longtemps. C'est déjà la cause de la guerre qu'on essaie de résoudre. Nous sommes victimes de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. On ne va pas se cacher derrière les responsabilités. Nous prenons les nôtres, c'est ce qu'il est en train de faire. Et voilà, laissons-lui le temps de résoudre cela. Eux n'ont pas pu résoudre ça pendant longtemps. Et ils sont quand même très durs avec nous pendant les 4 années à nous juger. Je pense que c'est tout. Très bien pour votre optimisme. Nous prenons notre volet de ce 9e jeu de la francophonie. Il y a eu l'absence de la patronne de l'OIF, la secrétaire générale Louise Mushikiwabo, la rwandaise. Quelle connotation attribuez-vous à cette absence en tant qu'acteur politique, justement? En tout cas, je crois qu'elle a des raisons qu'elle n'a pas pu expliquer. On a suivi tous officiellement le représentant du gouvernement, M. Patrick Mouyaya. On a suivi aussi notre directeur de la francophonie. Ils ont expliqué, comme le ministre des Affaires étrangères, c'est qu'on a tous compris, vous les avez aussi suivis pendant le point de presse, il était prévu qu'elle soit là. Il fallait qu'elle soit là parce que la francophonie l'a concernée. Lorsque, en 2018, il y avait, je crois, l'assemblée de cette même francophonie, parce que ça n'a pas commencé maintenant, on avait M. Diouf qui était venu parce qu'il était à l'organisation. D'office, lorsqu'il y a une organisation de la francophonie, la secrétaire est censée être dans l'organisation officiellement. C'est étrange qu'elle reste parce qu'on ne l'a pas invitée, ce qui ne s'est jamais fait. Tout était fait pour qu'elle soit reçue. Elle n'est pas venue. Ça veut dire que nous ne reprochons de rien. C'est elle qui sait pourquoi elle n'était pas venue. Et je pense qu'à un moment donné, elle donnera ses explications. Mais en tant que citoyen libre opinion, pensez-vous que la raison de son absence est justifiable ou encore est fondée? Bon, comme je vous dis, nous, on ne sait pas mélanger les choses. Nous savons que le Rwanda nous attaque, le Rwanda est contre nous. Et les Rwandaises, est-ce qu'elles se lient ou elles se reprochent ou elles pensent que ce n'est pas possible qu'elles viennent au vu de ce que ces autorités font? On ne sait pas confirmer ça. En tout cas, je maintiens ce que j'ai dit. Elle sait pourquoi elle n'est pas venue, parce que nous n'avons pas refusé qu'elle vienne.
Vous pouvez continuer, Régina. Oui, merci beaucoup Elvis Meti. Une dernière question par rapport à cette organisation des 9e Jeux de la francophonie. Pensez-vous que les faits pour la RDC d'abriter cette grande messe apportent quelques opportunités pour le pays? Elle apporte beaucoup. Elle apporte beaucoup. Sur le plan de la visibilité, elle apporte beaucoup. Sur le plan des infrastructures, on a bénéficié quand même de beaucoup, même si ce n'est pas tout ce qu'il fallait qu'on ait. Mais quand même, vous verrez que 20 mai d'hier n'est pas le même 20 mai d'aujourd'hui. Nos athlètes se sont produits. On a eu beaucoup de médailles qu'on ne pouvait avoir. Ça a ajouté non seulement sur l'aspect culturel, une augmentation de volonté de beaucoup de gens à pouvoir savoir. La langue est véhiculée, le français que tous nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, on a tout simplement prouvé qu'on est le premier pays francophone au monde. Sur le plan de l'hospitalité, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de personnes qui étaient mal à l'aise. Des erreurs existent dans toute organisation. Mais en termes de la visibilité de notre pays, nous estimons qu'on a gagné quand même quelques places sur le plan international. Là, on va aussi ajouter, le 9e jeu de la francophonie a quand même y apporté quelques recettes dans le trésor public. Pourquoi pas le gouvernement peut aussi dire ou encore dévoiler ce que la RDC plutôt a pu encaisser justement pendant cette organisation de 9e jeu de la francophonie? Bon, je ne suis pas du gouvernement, mais ce qui est sûr... Parce que vous avez parlé de l'image de marque qui a été vendue, mais aussi notamment il y a quand même des recettes et de l'argent qui ont été perçus pour le compte de la RDC. Pourquoi pas aussi parler de ça? Effectivement, je ne dis pas que ça ne va pas se dire. Attendons voir ce qui va se passer. Je ne pense pas que cet argent a été mis dans des postes des gens parce que c'était très bien organisé en termes de recettes, en termes de billets vendus. C'est des rapports qu'on attend. C'est sûr que ça va se dévoiler. Vous attendez, vous êtes sûr que nous l'aurons? Effectivement. Merci beaucoup. Avant toute chose, nous allons aussi parler, pour ce qui concerne le bilan après cette organisation de 9e jeu de la francophonie. Et pour en parler, bien sûr, nous allons d'abord prendre cet élément et après, on va s'y retrouver tout juste après, bien sûr, avec le papier de Alain Goma pour plus de questions. Honorable président du Sénat et de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le chef de corps constitué, Excellence, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatique, nous tournons la page des 9e jeux de la francophonie. Sans fausse modestie, nous pouvons dire mission accomplie. Merci, Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'avoir été tenace et de nous avoir encouragés à maintenir les caps et à tenir nos engagements. Merci et félicitations à tout le monde. Alain Goma, vous avez quelques questions face à Monsieur Albert Lidunga. Merci beaucoup Elvis Meti. Monsieur Albert, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. J'ai quelques questions à vous poser concernant le 9e jeu de la francophonie. Je vous ai entendu, suivi minutieusement en train de vanter les infrastructures, en train de vanter l'organisation. Pensez-vous qu'après l'organisation de ce 9e jeu, la République démocratique du Congo est capable d'organiser d'autres compétitions d'envergure internationale ou mondiale? Quelque chose a retenu mon attention pendant ces Jeux. En tout cas, les statuts des gens, tout comme les publications, tout comme les expressions, tout le monde disait, ça veut dire qu'au Congo, on peut aussi. Parce que personne ne s'attendait à des cérémonies autant sophistiquées en République démocratique du Congo. L'ouverture des Jeux, tout ce qui s'est passé, aucun Congolais n'attendait que ça soit comme ça, à part ceux qui étaient dans l'organisation. Ça veut dire qu'on peut faire parce qu'on l'a prouvé aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est un signe
ou un motif pour nous Congolais de ne pas se sous-estimer ou se sentir inférieur par rapport à d'autres nations. Tout ce que les autres font, nous sommes capables de le faire aussi. Vous pensez que ce 9e G, organisé en République démocratique du Congo, a atteint l'objectif de la francophonie, qui est celle de promouvoir d'abord la langue française et puis de renfermer les liens entre les pays membres de l'OIF? Est-ce que vous pensez que cela a bel et bien eu lieu? Parce que certains d'entre nous, Congolais, commencent même à appeler cela franco-kermesse, parce que c'était plus la musique que de vulgariser les objectifs même de la francophonie elle-même. Non, mais les objectifs de la francophonie elle-même, c'est quoi? C'est un partage des cultures. C'est un partage des cultures, au-delà de la culture. Mais c'est quoi déjà la culture? C'est beaucoup de choses dedans. Et il y avait le sport, au-delà du sport, il y avait des jeux, au-delà des jeux, il y avait cette musique qu'on a vue à la francophonie. Sur Place Échangeur, c'était des jeux. Sur 20 mai, c'était du sport qui s'est passé tous les jours. Il y a eu combien de concerts, combien de musiques par rapport aux jeux qui se sont passés. Lorsqu'on parle de 56 médailles, 60 médailles, 70 médailles, c'est combien de disciplines? Moi, j'ai vu des vidéos où les Congolais apprenaient ce que les Malgaches ont l'habitude de faire. J'ai vu des vidéos où les Ivoiriens apprenaient aux Congolais ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est pas du tout ça. C'est pas ça la tendance. C'est sûr qu'on a une particularité aussi. Ils sont venus dans un pays qu'on appelle de la rumba. C'est tout à fait normal qu'on vende aussi notre culture, s'il faut aller dans les sens qu'ils veulent embrasser. Mais je pense que tout a été équilibré et que nous n'avons pas du tout changé l'objectif de la francophonie. C'est vrai, la République aujourd'hui bénéficie de toutes ces infrastructures, mais avec le mental des Congolais, pensez-vous que ces infrastructures vont tenir? Ou qu'est-ce que la République doit faire pour maintenir ces infrastructures à l'état où nous les avons aujourd'hui? Nous sommes en train de parler du président Félix Tshisekedi. Ça veut dire quelqu'un qui veut changer beaucoup de choses. Il en a expliqué. Vous avez vu à l'accueil du pape, il y a eu pas mal de soucis que les gens décriaient. Ndolo, il est en train d'être réhabilité. Tout ce qui était mis en place continue à être fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui est en train de se faire. Je pense que ces infrastructures seront gardées et je pense que ce qui est fait ne sera pas totalement perdu par rapport à ce qu'on a toujours connu toutes ces années. Voilà, merci. Elvis Smith. Mais vous ne pensez pas aussi, moi je vais ajouter peut-être Alain Goma par rapport à ce qu'il dit, et on dit d'autres présidents prédécesseurs de Félix Tshisekedi, au changement de la mentalité des Quinois et des Congolais qui vont fréquenter ces endroits. Effectivement, mais le problème c'est, avant, les présidents disaient ça, mais ils ne faisaient rien pour changer cela. C'est la différence avec Félix. Félix, lui, il fait quelque chose pour que ça change. Il crée une structure de changement de la mentalité. Il met en place des structures ou des mécanismes qui puissent amener les gens à pouvoir s'organiser. Il met tout en place pour conserver ça. Ce n'est pas facile de tout changer en une fois, ça c'est vrai, mais les efforts sont fournis pour qu'on puisse au moins devenir des personnes capables de sauvegarder les acquis qu'on a. Les acquis qu'on a. Merci beaucoup. On va parler à présent élection 2023. Déjà, ça pointe à l'horizon. Mission d'observation électorale, c'est la mission entreprise plutôt par la Cinco et l'Église du Christ au Congo. On va en parler à présent, après justement que nous ayons ces propos de Denis Sanga. Nous reviendrons juste après. Le papier de Rick Dinonzei attend M. Albert. Le climat d'intolérance qui, petit à petit, tend à s'installer au cours du processus électoral. Le week-end dernier, M. Denis Sanga et ses équipes ont été attaqués par des personnes se réclamant d'être membres de l'UDPS.
Le même jour, des personnes se réclamant être des supporters de M. Martin Fayulu ont attaqué une des installations du parti Nouvel Élan de M. Adolphe Muzito. Si durant la période de pré-campagne, l'intolérance s'installe entre les compétiteurs, la CENI craint qu'il y ait une escalade de violence en période de campagne. Ces actes d'intolérance sont en contradiction avec les valeurs démocratiques que prône notre société et qui sont inscrites dans nos lois. Ces actes sont donc à décourager fortement. La CENI veut organiser des élections transparentes, crédibles, inclusives, mais surtout dans un climat apaisé. Veuillez nous excuser, c'était donc le propos du président de la centrale électorale, Denis Kadima. À présent, c'est Alain Goma qui va poser la question à Messier Albert. Voilà, Monsieur Albert Ilunga, vous avez suivi comme nous le président de la CENI, Denis Kadima, qui s'est plaint dans cette période de pré-campagne, toute cette tension qu'il y a. Est-ce que vous pensez que nous aurons des élections apaisées? Si déjà à la période de pré-campagne, il y a des tensions, des partis politiques qui se battent avec d'autres, certains candidats qui ne peuvent pas se rendre dans leur fief parce que certains militants de partis X ou Y les interdisent de venir dans ces fiefs-là, vous pensez qu'en 2023, en décembre 2023, nous pourrons avoir des élections apaisées? Des tensions, oui, mais combien de tensions sur combien d'activités? Moi, je pense qu'il faut toujours aller, comme on dit, toute organisation ne manque pas de problèmes, mais il faut toujours voir qu'est-ce qui est grand. Nous sommes dans un pays démocratique. Denis Sesanga était à Likasi, je crois. Il était, je crois, Kisangani. Il était, je crois, dans les Bandundu. Il était, je crois, à l'Équateur. Et c'est à Kananga qu'il a eu un souci. Et j'ai vu qu'il était à Luisa transporté. Ça veut dire sur 10 voyages, il y a un incident sur 10. Et les 1 domine le 9. C'est ça le souci qu'on a au Congo. Ça, c'est le vrai souci qu'on a. Muzito, il parle où il veut. Il fait ses tribunes, nous les suivons. Il va au Bandundu, il va partout. Et d'ailleurs, c'est une guerre entre eux, de l'opposition, s'il faut parler du cas Muzito. Mais est-ce que tout ça impacte la CENI? Je ne pense pas. Le fonds pour l'organisation des élections, ça dépend de la CENI qui a besoin de moyens. Si la CENI se plaint parce qu'elle n'a pas de moyens, ok, ça craint. L'intolérance sur le plan démocratique, je crois que ceux qui commettent des erreurs, ils sont soit reprochés, réprimandés ou arrêtés. Et soit normalement, on conseille à tout le monde de se supporter parce que nous sommes un pays démocratique, mais je ne crois pas que cela peut impacter. Les leaders de chaque regroupement politique font le nécessaire pour encadrer leurs militants à tolérer les autres. Mais vous dites que oui, c'est vrai, selon vos dires, que c'est minimisable. Mais à l'heure actuelle, il y a plusieurs revendications de l'opposition aussi qui ne sont pas prises en compte par la CENI. La CENI s'est dit déjà qu'ils vont participer à un match où l'adversaire a un certain avantage parce que certaines revendications de leur côté ne sont pas prises en compte. On vous taxe du doigt parce que vous êtes de la majorité, donc vous êtes du pouvoir. On vous taxe du doigt que vous préparez une tricherie avec la complicité de la CENI. C'est au niveau d'où? Vous avez suivi le même président Kadima qui a dit que l'opposition prouve. Parce que jusque-là, la CENI, tout ce qu'elle fait, elle publie. Tout ce qu'elle fait, elle explique. Tout ce qu'elle fait, elle justifie. L'opposition n'a pas assez d'arguments. C'est pas ce qu'on a expliqué. Mais récemment, Martin Fayulu, je vais peut-être vous ajouter, a prouvé chiffre sur nombre, les statistiques de la CENI qui n'est pas essentiellement concomitante avec celui de la population. Mais d'où a-t-il tiré ça? Parce qu'il n'a pas prouvé ça. Il n'a pas prouvé ça. Il est parti sur ses analyses à lui, parce qu'en enrôlement, il n'a pas mis des observateurs. Lorsque la CENI a publié des gens, c'est qu'on sait le nombre d'enrôlés, il y a eu
l'audit du fichier qui s'est fait avec la structure que la CENI appelée, quelle autre structure est venue identifier des gens? Nous, on ne connaît pas ça. Ça fait que la CENI demande qu'on prouve. Ils ne savent pas prouver ça. Les problèmes avec l'opposition, parce que nous, on considère qu'il n'y a plus d'opposition depuis qu'on n'est plus d'opposition. Il n'y en a plus. Ils sont en perte de vitesse, tout simplement. Ils n'engagent pas de vrais débats autour de la CENI. Et le président Kadima l'a bien dit, ce n'est pas la CENI qu'on a connue avant, qui était cette CENI plein de problèmes, plein de tricheries, on a fait ceci. C'est une CENI qui travaille. Il faut tout simplement que nos amis se préparent, si réellement ils sont populaires, à battre campagne et à aller aux élections. Parce que le train, lui, il est en marche. On n'a pas besoin de discuter, dialoguer, partager le pouvoir. On a besoin d'asseoir une vraie démocratie qui fait que les élections se passent chaque année. Ça ne va pas tout le temps qu'il y ait des négociations, tout le temps qu'il y ait des préaccords, des accords, accords cadres, pour quelque chose qui est tout simplement simple. Vous alignez des candidats, vous postulez, vous gagnez, vous êtes proclamé, vous ne gagnez pas, vous attendez les prochains. Vu les différentes contraintes que la CENI a évoquées lors de son calendrier, entre autres la situation sécuritaire, jusqu'à ce jour, la paix n'est pas encore redevenue totale. Et à 4 mois des élections, la CENI s'est aussi plaint qu'il y a un problème de financement qui se pose. Et certaines personnes pensent une certaine opinion. Ce sont des Congolais qui réfléchissent et qui pensent que c'est fait à dessein pour nous amener à un glissement, parce qu'on entend déjà parler d'un glissement qui se prépare allant de 12 à 18 mois. Vous êtes d'avis de ces Congolais qui parlent ainsi? Mais c'est des Congolais qui pensent. Ces Congolais pensent à l'ancienne. Ces Congolais pensent à ce qui se fait toujours. Parce que c'est qui? Les on, normalement, devaient être la CENI. Les on devraient être, je ne sais pas moi, le président, qui n'en a même pas parce que lui, il laisse la CENI indépendante. La CENI doit se plaindre, effectivement, parce qu'elle a besoin que tout marche. Et si tout marche, les élections auront lieu. Et il n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'élection. Il avertit pour que le gouvernement fasse son travail. Et je crois que c'est ce qui s'est fait. Après, les gens se plaignent, peut-être que ça ne va pas marcher, mais ça marche parce que les dépôts de candidature ont quand même continué. On a des députés provinciaux qui vont terminer, et après ça sera la présidentielle, puis il suivra les autres activités. On n'a pas tout le moyen du monde, comme les autres États. Nous sommes en train de nous battre pour développer notre budget, avoir une capacité financière assez stable. On se bat comme tout pays en voie de développement. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir directement 100% de ce qu'on veut. La CENI se sacrifie un peu en doublant des efforts. Il y a des étapes qui devaient se faire les 10, qui vont se faire les 15, mais en faisant l'effort de les rattraper. Le seul but est qu'on ait des élections sans que cela n'impacte en termes de temps. Je crois que c'est ça l'essentiel. Mais si la CENI se plaint et que les autres en profitent pour dire que, parce que la CENI se plaint, alors elle se plaint aussi pour le déploiement des machines. Parce qu'il fallait qu'il y ait un enrôlement. Comment on va amener des machines, comment on va les déposer dans tel ou tel autre territoire. C'était une contrainte. Mais vous êtes conscient aussi que la CENI se plaint? Effectivement, elle se plaint comme les fonctionnaires se plaignent. Elle se plaint comme les agents de la DGI se plaignent. Elle se plaint au Congo, ce n'est pas du rose partout. Au Congo, c'est des efforts qu'on est en train de fournir pour que ça marche. La CENI n'a jamais dit qu'elle a eu 100% de son financement. Elle n'a jamais dit non plus qu'elle ne va pas organiser des élections parce qu'elle n'a pas encore les 100%. Non, non, non. Elle alerte pour que le ministère des Finances se batte et ce ministère répercute ça aux instances qui doivent ramener les fonds. Cette CENI se plaint malgré que vous êtes au pouvoir. C'est ce que je suis en train de dire. Ce pays, le budget, il se met en place. Ça ne veut pas dire qu'on a 100% de moyens. Nous sommes un budget, pourquoi alors il y a... C'est paradoxe encore cette médiation? Non, 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 c'est pas paradoxal, pas du tout. Pourquoi vous dirigez, mais il y a d'autre part, il y a aussi un budget prévu. Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir, notamment que tu parles là où il y a les gens qui se plaignent par rapport à un fonctionnement? Ce pays, il a des défis
il y a des imprévus, il y a des urgences, et les chefs de l'État, les gouvernements doivent prendre tout le temps de mesures allant dans les bons sens. Ne pas financer à temps la CENI ne veut pas dire avoir l'argent et ne pas financer. Ça veut dire peut-être qu'il y avait l'argent, peut-être qu'on a fait autre chose, peut-être qu'aussi qu'on se bat pour refinancer. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas soutenir la CENI. Pas du tout. Mais c'est un pays, comme je vous dis, nous sommes qualifiés pays en voie de développement. Ça veut dire que nous nous battons tout le jour pour monter des niveaux. Alors, il ne faut pas nous comparer à un pays qui est totalement stable, qui a tous les fonds possibles pour tout financer. C'est des efforts au quotidien qu'on est en train de fournir. Et je le répète, la CENI n'a pas dit qu'elle ne va pas organiser les élections. Elle s'est plainte parce qu'elle veut avoir tous les moyens. Et nous faisons les efforts pour lui donner tous les moyens. Mais le problème de la population et de l'opposition n'est pas que la CENI puisse organiser des élections, mais que ça soit des élections crédibles, démocratiques et transparentes, qu'il y ait aussi l'inclusion. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais qu'est-ce qu'on a refusé à l'opposition? On a envoyé des témoins, nous on n'a pas refusé. Qu'est-ce qu'on a refusé à l'opposition de postuler? On n'a pas refusé. Qu'est-ce qu'on a refusé à l'opposition de s'enrôler? On n'a pas refusé à l'opposition de s'enrôler. Qu'est-ce qu'on a refusé à l'opposition de s'enrôler? Apparemment, l'opposition veut prendre la place de la CENI. C'est qu'on ne comprend pas. Ils veulent organiser comme mettent les opposants qui géraient la CENI. Je ne pense pas. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas que la CENI est totalement indépendante et qu'elle doit s'occuper de ce qu'elle doit faire comme attribution. Mais ce n'est pas parce que le camp de M. Albert ne veut pas accepter la position aussi des opposants. Mais la CENI a compris qu'il fallait écouter tout le monde. Je pense qu'elle a organisé des consultations. Ils sont en train de discuter pour savoir, dans le fond, même si de notre côté, nous ne comprenons pas du tout ce qu'ils veulent, mais quand même, la CENI a accordé cette chance-là de les écouter et de savoir ce qu'il faut. Merci beaucoup. Je vais laisser la place à Alain de finir avec sa question. Je ne sais pas si c'est fini. On va à présent. Vous avez fini la question? Oui, moi, je finis mes 3 questions que j'avais prévues. Merci beaucoup. On va aussi prendre Rick Mandé qui a prévu quelques questions face à M. Albert. Monsieur Albert Lilunga, nous abordons un autre aspect du processus électoral, c'est l'audit externe du fichier électoral qui pose sérieusement des problèmes. Vous avez suivi récemment, il y a l'ECC, vous avez parlé de l'opposition, il n'y a pas que l'opposition, il y a l'ECC et la SENCO qui ont proposé à ceux qui puissent mener une mission d'organisation de cet audit externe, une mission d'audit citoyen du fichier électoral. Êtes-vous pour ou contre? Écoutez, ce que je sais, c'est que la CENI a un canevas. La CENI a un canevas et ce canevas doit être respecté. La CENI a un calendrier. La population attend les élections. Les efforts sont fournis aussi pour que la situation en termes de statistiques des enrôlés, en termes de répartition des sièges, en termes, je ne sais pas de quel sujet, soit vraiment expliquée d'une manière claire à la population. Alors si l'on doit céder à tout ce que chacun veut faire, ben moi je me réveillerai demain et j'ai dit Kadima, arrête de recenser les gens, ben laisse-moi contrôler telle ou telle autre chose et puis ils vont me laisser. Et puis la CENI viendra, la SENCO viendra et puis les CC viendra et puis les autres. Au nom de ça, ça va impacter la CENI parce qu'il faut que c'est disponible pour ces gens-là. On n'a pas refusé. Je pense que l'audit c'est fait. Je pense qu'on a publié les résultats qu'il y avait. Je pense que les gens savent ce qu'il faut. Et la SENCO prenantes qui ne sont pas d'accord avec cet audit qui a été effectué, notamment la SENCO, les CC et l'opposition. Le président de la CENI a dit qu'ils vont trouver un accord. Ils sauront ce qu'il faut qu'ils fassent pour éclairer la partie de la population qui n'est pas contente. Je pense que ça va se résoudre, à mon point de vue. Ça va se résoudre pendant qu'il y a l'opposition, il y a la plateforme Lamouka, il y a le FCC qui refuse de déposer les candidatures pour la députation nationale et la députation provinciale. Ils se réservent étant donné que cet audit n'a pas été refait. Pensez-vous qu'il faut aller aux concertations pour trouver un consensus? Je viens de vous expliquer, mais nous on a connu ça avec
en 2006. Nous sommes dans un pays démocratique. Je pense que je ne cesserai de le répéter. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est la majorité. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement parce que nous, en 2006, on n'a pas participé aux élections. Vous voulez venger l'opposition? Non, on n'a pas participé aux élections. Vous voulez venger l'opposition? Pas du tout, pas du tout. On n'avait pas écrit devant les bureaux de réception de dossiers, pas des dossiers FCC, pas des dossiers, c'est pas moi la Mouka. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais refusé aux autres de postuler. C'est eux qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils ont des raisons qu'ils avancent. On les appelle pour qu'ils viennent expliquer ces raisons-là. Ils ne viennent pas le faire non plus. Et nous aussi, en 2006, nous n'étions pas contents de ce qui s'est passé. Nous avions refusé, 1, de voter la Constitution qu'on applique aujourd'hui, 2, de participer aux élections. Il y a eu bel et bien élection. On a proclamé un président qui a exercé pendant les 5 années jusqu'en 2011. Et je pense que ça ne sera pas nouveau qu'il y ait un tel événement. Nous ne souhaitons pas que ça soit. Monsieur Albert, l'opposition a répondu à l'appel, je pense, pressante de Denis Kadima, mais sinon cet appel paraît jusqu'à présent insatisfaisant par rapport à leur demande. Parce que nous ne savons pas, vous parlez du fichier, là madame parle du fichier qui est refusé. Exactement. Mais ce n'est pas ce qui s'est dit chez eux, au-delà du fichier. Au-delà du fichier, ils ne veulent déjà pas de président, Kadima, qu'il quitte d'abord et qu'on nomme un autre. Vous vous rendez compte? Parce que apparemment, pour eux, ce n'était pas bien fait. Ça veut dire, pour eux, il faut qu'on recommence la CENI. Ça veut dire qu'il faut qu'on refasse des élections. Ça veut dire qu'il faut qu'on refasse d'enrôlement. Pour une discussion, pour peut-être trouver consensus. Qui doit l'appeler? C'est la CENI. Est-ce qu'elle l'a fait ou pas? Oui, elle l'a fait. L'opposition est venue ou elle n'est pas venue? Elle est venue. Mais pour dire quoi? C'est là le problème. Si il faut que moi j'appelle une personne et elle dit déjà c'est pas toi qui dois m'appeler. Ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Dites-moi comment résoudre un problème pareil. C'est quelqu'un qui veut vous freiner, tout simplement. Et le président de la République, il n'est pas du tout de ce point de vue de se faire freiner, parce qu'au final, ça sera lui la cause du glissement, ça ne sera pas eux qui freinent des choses. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils veulent, mais du coup, on les laisse dans leur liberté de penser. Voilà. Ritinanzei, je ne sais pas si vous avez fini vos questions. Seriez-vous à l'aise de partir aux élections sans le FCC et la Mouka? Vous, en tant que parti au pouvoir, en tant qu'acteur politique, pensez-vous que ce processus électoral a de la crédibilité tant que d'autres parties prenantes n'ont pas participé à certaines échéances électorales? Comme la députation nationale déjà, il y a la Mouka, je venais de le dire, qui a refusé de déposer tant que l'audit n'a pas été refait. Seriez-vous à l'aise d'aller à la députation nationale sans que les autres y participent? Ce que je sais, il y a des partis de l'opposition qui ont postulé. Ce que je sais aussi, qu'il y a beaucoup de candidats qui ont postulé. S'il y a élection, effectivement, madame, on va battre campagne pour se faire voter. Nous n'allons pas laisser une poignée de gens chercher à réduire ce pays, toujours le ramener vers les bas. C'est des antivaleurs que le chef de l'État est en train de combattre. Alors nous n'allons pas permettre que les gens qu'on respecte effectivement, mais qui ont des pensées ou peut-être, je ne sais pas, quelle sorte de conviction qui fait qu'ils puissent toujours refuser tout ce qui est fait, même si c'est blanc, ils appellent ça noir. On ne permettra pas qu'à cause d'eux, qu'on n'ait pas élection en décembre 2023. Merci beaucoup. On va parler à présent pour continuer à parler élection, mais notamment sur ce qui concerne la position de l'action audible pour la bonne gouvernance. Et là, nous avons déjà envoyé la question, bien sûr, à Ruth Dinanzei, qui sera notamment retenue pour poser des questions concernant la position de votre formation politique. Oui, je reviens à vous. Vous êtes un cadre de l'AGEN. AABG, c'est la plateforme politique, mais il a également son parti politique, Dynamique Guylaine Yembo. Vous avez également postulé. Est-ce que vos candidats ont été retenus à la députation nationale?
Oui, je tiens à saluer un travail titanesque de notre nation de AABG. Et effectivement, tous nos candidats étaient acceptés. Ils sont aujourd'hui officiellement candidats. Tous les candidats. Effectivement, tous les candidats, parce que nous avons, je ne sais pas avoir le nombre exact ici, mais on est représenté à tous les nouveaux. Très bien. Effectivement. Vous êtes courageux, mais pensez-vous que vos candidats sauront faire face à plus de 23 000 retenus par la Commission électorale nationale indépendante? Parce que la bataille sera très rude. Ouais, la bataille, elle est rude, mais nous, on est convaincus, parce que déjà, de par notre nom, vous comprenez que c'est l'action audible pour la bonne gouvernance. Tout ce qui a tué ce pays pendant des années, c'est tout simplement les problèmes de la gouvernance. Cette conception ou cette manière de gérer ce pays pendant ces années nous a cloués, qui fait que nous expliquons aux gens ce qu'il faut pour que demain, le lendemain, ce pays redevienne ce poumon du développement africain. Et nous sommes rassurés que la population est derrière nous, parce qu'elle a déjà prouvé plus d'une fois qu'elle veut que ces choses changent et elle veut compter sur nous, cette nouvelle génération. C'est ce que le chef de l'État prononce. Mais il y a notamment cette question qui me revient à l'esprit. Pourquoi, et si on doit parler de l'action audible, à quoi nous pouvons faire allusion? L'action, vous connaissez ce que c'est, audible, ça se sent, il faut que les gens constatent. Pour la bonne gouvernance. Les actions à impact visible. Effectivement. C'est un impact visible parce que nous ne passons pas par 4 chemins pour prouver ce qu'il faut pour ce pays. Nous avons notre autorité morale. On soutient le chef de l'État, président Félix Tshisekedi, qui est le premier acteur de la bonne gouvernance. Je pense que vous le constatez un peu dans tout ce qu'il fait. Nous prenons cela parce que nous pensons que c'est la clé pour que ce pays, demain, pour que ce pays rentre sur les rails. Nous voulons continuer pour que 2023 soit la concrétisation de tout ça. Mais bien sûr, je vais encore ajouter cette question, je pense, mais c'est après Alain Goma, vous avez une question. Voilà, merci beaucoup Elvis Meti, Monsieur Albert Ilunga. Aujourd'hui, on compte plus d'une centaine de regroupements politiques. Et chacun dans son coin veut faire valoir ses potentialités, sa vision. Quelle est la particularité des AABG dans la sphère politique congolaise? La bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est ce que nous prenons. Notre nom nous identifie. Nous sommes de ceux qui sont convaincus qu'aujourd'hui, si la gouvernance de ce pays, si les antivaleurs sont tuées, si la conception qu'on a toujours eue du pays, la conception qu'on a toujours eue d'un député plus grand de tous, il est le chef des autres, un ministre n'est pas au service de la nation, c'est des gens qui courent derrière lui, le ministre qui ne sait pas faire rapport, qui ne sait pas expliquer, qui ne sait pas retracer ce qu'il fait, un chef d'entreprise qui est là pour ne pas payer ses employés, toutes ces antivaleurs qui font reculer ce pays, nous sommes sûrs qu'on va avancer au-delà de notre potentiel qu'on a. On souffre déjà de ça comme problème. Et AABG et ces regroupements qui prônent ces valeurs louables que le président Félix ne cesse de répéter tout le temps. Il se bat pour ça. Nous sommes partis de son message, nous sommes partis du souci qu'il a de pouvoir redorer l'image de ce pays pour créer ces regroupements et pourquoi pas avoir autant de place au Parlement et pouvoir aider ce pays à avancer. Vous vivez en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Je pense que des fois, ça vous arrive
que vous puissiez entendre de la bouche des Congolais, je vais le dire à Lingala, les politiciens, les gens qui vous suivent maintenant sont peut-être vos futurs électeurs. Ils doivent aspirer quoi? Des AAB, c'est-à-dire de tous ces candidats-là qui est AABG alignés, parce que peut-être demain ou après-demain, ils seront députés nationaux, provinciaux ou conseillers communaux. Qu'est-ce que ce peuple-là qui vous regarde doit aspirer? Parce que nous avons tous connu un cas pareil. Quelqu'un qui est venu, vous prenez la bonne gouvernance, mais demain, peut-être, quand vous briguez un poste, vous n'allez pas briller dans cette bonne gouvernance. Et cette population qui vous suit doit retenir quoi des AABG? C'est ce que je vous ai dit. Ces conceptions à l'ancienne c'est tout ce qui ne nous permet pas de non seulement d'éprouver ou de montrer aux gens que nous pouvons faire mieux demain, parce que nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués au mensonge, nous sommes habitués à l'hypocrisie, nous sommes habitués à des déclarations qu'on ne respecte pas demain. Mais nous sommes le fils du président Félix, qui l'a dit quand il est entré au pouvoir en 2019, qu'il se battra pour que les choses changent. Je pense qu'il reste quelques mois pour que le mandat touche à la fin. Il est resté le même dans ses propos comme dans ses actions. Nous faisons partie de cette famille-là. Nous faisons partie de cette famille-là de personnes déterminées à avancer pour que demain les choses changent et nous maintenons notre cap parce que nous sommes comme ça. Nous sommes de la famille de Tiens Tshisekedi et cette famille, c'est une école de personnes qui sont généralement droits, généralement organisés, généralement déterminés, généralement acteurs de la paix et promoteurs du développement. Et je pense que la population, sur base de ça, peut nous faire confiance pour qu'on ne change pas demain. Merci beaucoup, monsieur Albert Ilunga. Mais j'ai une dernière question. Votre regroupement a pris, bien sûr, est-ce que votre regroupement a pris des dispositions nécessaires pour affronter les élections dont la plupart de la population réclame l'amélioration de conditions de vie, mais aussi la stabilité du cadre macroéconomique? Si la population attend de nous, est-ce que votre regroupement a pris des dispositions face à ces élections qui paraissent très rudes à améliorer les conditions de vie, seule chose que la population attend, mais aussi la stabilité du cadre macroéconomique? Oui, mais pour que votre discours ne ressemble pas à ce qu'Alain venait de dire tantôt, hein, à d'autres politiques, en fait. Voilà, mais la politique ancienne, elle correspond tout simplement au mensonge. Et que vous allez... C'est de la démagogie, les gens, ils mentent la population, ils font des cadeaux, ils font n'importe quoi, ils promettent à la population des choses qu'ils ne savent pas réaliser. C'est pas ça nous. C'est pas ça nous. Si vous voyez la plupart des activités que nous organisons, nous disons tout simplement la vérité à la population. Nous leur expliquons ce que c'est. Nous leur rappelons les pouvoirs qu'a cette population de changer des choses en votant des personnes capables de les aider. Les soucis qu'ils ont dépendent de la politique qui sera mise en place. Les soucis qu'ils ont dépendent des lois qui seront votées, comme des lois qu'on applique tout à l'heure. Les soucis qu'ils ont dépendent des députés qui vont placer au Parlement. S'ils ne font pas déjà les bons choix, maintenant, ils déterminent ce qui va arriver dans les 5 prochaines années. Et ça, nous expliquons ça à la population. Et je crois que l'expérience qu'on a connue, si vous suivez très bien sur la rue, vous êtes journaliste, il y a beaucoup de campagnes qui refusent que les anciens députés ne puissent postuler de nouveau. Parce que tout ce qu'ils ont promis, ils n'ont pas réalisé. Ils ont compris que ces gens, ils viennent pour mentir, partir, ne pas revenir. Ces gens comprennent, ils mûrissent. Aujourd'hui, les gens refusent même des cadeaux. Il y a des images des députés qui sont rentrés dans leurs fiefs, ils se sont fait tabasser, ils se sont fait chasser, parce que la population n'est plus celle qu'on a connue en 2006, qui avait besoin de boîtes d'allumettes ou de Lacoste pour voter. C'est aujourd'hui une population qui s'est posé la question sur quoi tu vas
travailler. Sur quoi sera basée ta vision, sur quoi sera basé ce que tu auras mené comme lutte. Et voilà, ça fait que nous, on est dans cette logique-là, d'une vision très claire, liée à la bonne gouvernance du pays, lutter pour que les choses marchent, lutter pour que le Congo reprenne ses valeurs. La vision pour que les choses changent. Merci beaucoup, M. Albert Ilunga. Est-ce que vous avez un dernier mot? C'est remercier la population de la RDC pour l'accueil de ces Jeux. Remercier le chef de l'État pour le travail qu'il ne cesse de faire tout le jour. D'encourager la population de l'Est avec laquelle nous souffrons tout le jour. Nous nous battons, un message d'espoir, parce que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Ce pays, il va changer. Aux Congolais de croire encore au pays, de croire que ce pays, il se tiendra debout, parce que, soyez sûrs, s'il était à genoux, je pense que maintenant, il essaie de se relever et est en train de boiter. Le lendemain sera meilleur. Dressons nos fronts d'autant courbés. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'était donc M. Albert Ilunga, cadre ou encore membre de Action Audible pour la bonne gouvernance AABG, que nous avons reçu sur ces plateaux. Il a parlé, vous avez notamment écouté. Je veux dire encore une fois merci à l'équipe qui m'accompagne tous les jours. Merci Rudy Lanzei, merci à Alain Gouma. Merci. Encore une fois, merci beaucoup M. Albert Ilunga. Nous sommes enchantés de votre passage sur cette émission. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, restez bien en compagnie de la FM Télévision. Cette émission est terminée.